Bien, bonjour à toutes et à tous. Oui, donc je m'appelle Jean-Marie Serroni. Je suis aujourd'hui consultant indépendant, donc je n'appartiens plus à aucune organisation et donc je ne dépends d'aucun pouvoir ni économique, ni politique, ni syndical. Un peu économique quand même, puisque j'ai besoin de clients pour vivre. Comme tout le monde et comme j'avais avant quand je dirigeais une organisation. Mais je n'ai plus ni le plaisir, ni quelquefois la charge de piloter une équipe assez importante. Donc ce que je voudrais vous faire partager, mais finalement il y a beaucoup de choses qui ont été dites, c'est la vision que je porte personnellement sur l'impact du numérique sur l'agriculture, sachant que je me suis intéressé à ces questions il y a pas longtemps. Vous savez peut-être, j'ai publié un livre il y a 15 jours là-dessus. Je me suis interrogé sur ces questions en début d'année, en fin d'année dernière. Sachant que le numérique, c'est pas du tout mon truc. Moi, j'ai pas d'appétit particulier, si ce n'est dans mes propres usages. J'y connais rien à la technique. J'ai essayé de comprendre un peu, mais ce qui m'intéresse beaucoup, moi, c'est comment ça va transformer l'agriculture. Dans mon métier précédent, je pilotais des équipes de veille, de prospective. Donc c'est ça qui m'intéresse et que je voudrais vous faire partager. Et je n'ai pas de transparence qui me permet, c'était volontaire, habituellement j'ai beaucoup de transparence, de m'appuyer un peu plus facilement sur ce qui a été dit, puisque j'avais le privilège de parler le dernier, mais je ne ferai pas la conclusion, rassurez-vous. Je voudrais... donc je ne vous parlerai pas du tout de technologie. Et je ne vous parlerai pratiquement pas de chiffres. Je vous parlerai beaucoup de comportement d'acteurs. Et pour moi, c'est fondamentalement de l'économie, de la stratégie des acteurs. Donc un premier regard économique, ensuite le métier d'agriculteur, et je me retrouve complètement dans les deux dernières interventions, l'impact sur le métier d'agriculteur, et peut-être, alors là j'en parlerai peut-être un petit peu plus parce que ça n'a pas été abordé, puisque ce n'était pas dans les sujets, l'impact à travers le métier d'agriculteur sur les relations de l'agriculteur avec son environnement, et notamment avec les organismes de conseil, au sens très large du terme, de l'acception conseil. Donc sur l'économique, on voit bien qu'on a du mal à mesurer. Je me souviens, quand j'étais dans le réseau Serre France, on avait fait des études là-dessus. On a du mal à mesurer exactement comment on a du mal à mesurer l'impact économique de l'agroécologie. Pourquoi ? Parce qu'on a une dimension, on mesure un effet, on met un capteur, un machin, un détecteur de chaleur, voilà, et qu'est-ce que ça fait ? En fait, on est beaucoup plus sur l'approche beaucoup plus globale du changement. Et donc, on a plein d'effets cumulatifs et parfois, sans doute, cumulatifs positifs entre eux qu'on ne voit pas aujourd'hui. Et donc, mais je crois qu'on les verra. Et je vous rappellerai, alors j'ai cherché, parce que je me rappelais l'idée, mais j'ai cherché le nom l'autre jour, qu'on appelle le paradoxe de Solow. Je ne me rappelais plus le nom de Solow. Vous savez, le gars qui disait, l'informatique, le progrès informatique, on le trouve partout, sauf dans la productivité et dans les statistiques. Là, c'était il y a 30 ans, ça. Plus personne dirait ça aujourd'hui. Plus personne. Ben, je suis persuadé, on se reverra dans 30 ans, moi je serai peut-être plus trop présentable, j'espère que je serai encore là. Je suis persuadé que le numérique en agriculture, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Je ne sais pas si vous partagez, mais ça va prendre du temps. Et trois points, je pense que ça va réinterroger rapidement la question de la taille des entreprises agricoles. Pour 3 raisons. On l'a vu, ça a été montré, l'économique n'est pas évident à montrer, le gain économique. Je me souviens, nous avions fait une étude sur les robots de traite il y a 5 ou 6 ans. On a eu la chance d'avoir les données en temps réel. Et l'étude avait montré qu'il n'y avait pas de gain, même plutôt une perte. Je me souviens, j'ai piloté l'atelier des études, on m'avait dit, attends, j'ai dit, si c'est ça, on publie, il n'y a pas de souci, on publie, nous on dit que la vérité, on s'en fout, on la communique. Simplement, je dis, mais regardez bien, moi ça ne me surprend pas. Et ce qu'on avait montré en fait, c'est que le temps dégagé par l'automatisme, les automates ou l'automatisme, n'était pas remplacé par du temps créateur de valeur économique. Il était remplacé par du temps de créateur de valeur de confort, de valeur de qualité, mais pas d'euros. Et donc on remplaçait du travail par de l'investissement, donc du capital, sauf à ce que la traite ait été faite par un salarié licencié. Dans le compte d'exploitation, il y avait une marge négative. Pas besoin de faire 50 000 études pour le montrer. Donc, et vraisemblablement, une des voies, ça conduit à l'agrandissement.
pour amortir, pour saturer sur une surface plus grande, une surface économique plus grande, quel que soit je ne suis pas forcément sur les hectares, je suis sur les volumes produits. La deuxième idée, me semble-t-il, c'est que l'agriculture de précision, élevage, culture de précision, permet de piloter des entités plus grandes, sous certaines conditions, mais permet de piloter des entités plus grandes par les alertes, par les données, par les capteurs. Là, on voyait les trucs de mon ami Jérôme Leroy, la Winat, les capteurs qui sont des parcelles éloignées, j'ai plus de facilité à les suivre que s'il faut que j'y aille. Donc ça permet de piloter plus grand. Et je crois, la dernière, et c'est moi ce qui m'impressionne le plus et qui m'inquiète le plus, je donne déjà ma conclusion, ce qui m'inquiète, qui m'inquiète au sens qui m'alerte le plus, c'est que je pense qu'il y a de moins en moins de gens qui auront les compétences pour piloter tout ça. Et donc ça conduit mécaniquement à l'agrandissement. Faute de compétences de pilote. Pas forcément moins d'actifs, mais moins de pilotes. Deuxième idée, c'est sur et là je vais pas trop en parler parce que vous en avez beaucoup parlé, ça a un impact sur la conception et l'organisation de l'entreprise agricole. Je ne connais pas grand-chose en production porcine, mais tu l'as évoqué, Bruno. Je pense que quand on a des lots ou quand on arrive à individualiser les animaux, en moyen terme, on n'organise pas son élevage de la même manière. Quand on a des robots, ça modifie la relation au pâturage, en fonction de la structure d'exploitation. Donc tous ces systèmes d'automates et de numérique, vraisemblablement, amènent par différentes façons à concevoir l'exploitation autrement. La troisième idée, qui paraît essentielle, vous en avez parlé, je voudrais quand même... je surveille mon temps. Que sont la décision. J'aime à dire, agriculture de précision, oui, mais agriculture de décision avant tout. Et en même temps, je trouve que c'est très ambivalent. Personnellement, il me semble qu'il y a des décisions, si elles étaient prises automatiquement, ça ne me paraîtrait pas appauvrir le métier d'agriculteur, et dans certains cas, améliorer la décision. Mais ce n'est pas pour tout. Je m'explique. Il y a quelques startups qui sont en train de travailler là-dessus. Il y a des décisions où si j'enlève la dimension émotive, ma décision sera meilleure. Type, en céréales, je vends ou je ne vends pas. Ou j'achète pas. Il y a plein de rationnels et plein d'irrationnels au dernier moment. Or, si j'ai pu définir une règle de décision à froid et la mettre qu'elle s'applique, je prends un exemple que vous évoquiez, là, je ne te tutoie pas parce qu'on ne se connaît pas, mais sur les chaleurs. Si le système de détection des chaleurs est fiable, pour moi, que la détection de chaleur envoie directement un SMS à l'inséminateur en lui disant il y a un tel à inséminer et c'est tel taureau, enfin telle paillette que tu mets, pour moi, ça n'enlève pas la décision de l'agriculteur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a établi la règle de décision à froid, qui veut dire tel animal à tel moment, enfin, si telle chose se passe, telle action est prise. Et tout ce que sont les routines, et Dieu sait si dans le monde agricole, et quand je dis le terme routine, c'est plutôt au sens informatique, c'est pas au sens négatif du terme. Si c'est fait automatiquement, personnellement, je ne vois pas de danger, si tant est que la fiabilité des systèmes soit là. Moi, je rêve toujours d'informaticiens idéaux. Et ça me paraît que c'est souvent le cas, mais pas toujours. L'autre élément, c'est qu'à contrario, il y a des décisions, et c'est l'agriculteur qui doit décider. Quand la décision est automatique, c'est lui qui a décidé aussi, mais pas à l'instant T. Il a établi les règles de décision. Ce n'est pas son conseiller, c'est lui. Et il y a des décisions, au contraire, qu'il faut prendre de manière humaine, parce qu'il y a une part d'émotion, et qui est créative. Les grandes décisions, il y a toujours une part de subjectif. Et on parle d'ailleurs de l'intelligence émotionnelle. Et donc, j'ai envie ou j'ai pas envie de m'agrandir, de faire je sais pas quoi, j'ai envie ou j'ai pas envie. Donc là c'est forcément... mais en même temps, il ne faut pas que cet automatisme de décision, je suis un peu long, mais ça me paraît vraiment essentiel, cet automatisme de décision, dans ma vision à moi, encore une fois, je donne un point de vue, moi je ne suis plus représentant de personne et je n'ai jamais été un chercheur, mais je ne prouve pas ce que je dis, mais c'est plutôt un point de vue. Il faut que cette décision automatique ne remplace pas une capacité à décider soi-même. C'est-à-dire qu'il faut que la compétence zootechnique ou la compétence agronomique, je l'ai.
même si c'est un automate qui décide. Et qu'en cas de crise, en cas d'exception, enfin de situation un peu comme cette année en céréales, le truc arrive tous les 40 ans, je décide. Vous savez, vous connaissez, peut-être vous rappelez cette histoire d'un pilote d'avion à New York. L'avion, au moment du décollage, les réacteurs se bloquent, l'avion ne fonctionne plus, et le mec, il se pose en mode planeur sur la rivière Hudson, au milieu de New York, et il sauve tout le monde. Il est allé au contraire de toutes les consignes, de tous les automates, et Dieu sait s'il doit y en avoir dans les... Mais c'était un gars qui avait une cinquantaine d'années, énormément d'expérience. Et voilà, donc il y a des moments où c'est quand même la compétence du bonhomme ou de la bonne femme qui prend l'essentiel. Mais ce n'est pas pour autant qu'à ce moment, ça ne doit pas être automatisé. Mais par contre, toute cette approche économique d'une agriculture extrêmement technique, voire techniciste, je crois qu'il ne faut pas oublier que c'est un axe de développement de l'agriculture, mais qui n'est pas univoque. Il y a en même temps l'approche vers une agriculture qui n'est pas incompatible, l'approche vers une agriculture beaucoup plus systémique. C'est-à-dire qu'intervenir au bon endroit, au bon moment, avec moins de doses, c'est bien. Le fait que les systèmes biologiques évitent d'intervenir, c'est mieux. Donc il faut jumeler les deux. Il ne faut pas se braquer complètement sur l'approche de plus en plus technique par rapport à une dimension plus systémique et nécessaire en agriculture, me semble-t-il. De même que là, vous avez montré beaucoup de choses sur les animaux, sur la précision. Il y a en même temps cette idée qu'il faut des animaux à une conduite plus résiliente, d'animaux qui s'adaptent aux variations. Donc il faut avoir ces deux idées en tête. Je crois que c'est ces deux voies. Sur le métier, deuxième idée, deuxième axe, sur le métier. Ce qui me semble important, c'est que dans les changements générés sur le moyen terme par le numérique, c'est que ça introduit davantage de connaissances, non pas que les agriculteurs étaient ignares, mais ça impacte, quand on dit la donnée, ça fabrique de la connaissance. C'est d'introduire davantage de connaissances dans l'acte de production. Et ça, je crois que ça modifie beaucoup le métier, parce que ça nécessite, d'abord, on gère par exception et non plus par routine, et il faut passer par l'abstraction. Quand je fais mon tour de plaine et que je décide de faire tel ou tel traitement, ce n'est pas du tout la même chose que quand j'ai mon tableau de bord et où je décide de faire telle ou telle intervention. Idem par rapport à mon troupeau. Quand j'ai les photos que tu as montrées là, avec les tableaux, etc., je ne réagis pas de la même manière que quand je regarde la bouse et le poil de ma vache quand je suis dans l'étable. Il faut que je sache faire les deux. C'est une compétence nouvelle. Et donc ça touche fondamentalement à la compétence du métier. La deuxième grande, à mon avis, évolution, c'était parfaitement... je me retrouve complètement dans ton schéma. Je te tutoie puisqu'on a discuté pendant le café. Avec le grand schéma, là, le grand rond avec tous les... Je crois qu'on passe de systèmes dédiés à telle ou telle problématique, l'ordinateur qui fait la compta, l'ordinateur qui gère tel machin, le robot qui fait tel truc, on passe dans un système global de pilotage de l'entreprise avec un système d'information. C'est comme dans une entreprise classique ou une entreprise de service, comme j'ai longtemps piloté. Moi, j'ai dirigé pendant 20 ans et à la fin, l'informatique de gestion, l'informatique de production, l'informatique de RH, tout ça, c'était complètement connecté. Complètement connecté. Et le pilotage intégrait tout ça. Mais là, c'est ça qu'on voit avec dans ton cercle, en plus, le marché. Le marché, l'aval. Donc ça, je crois qu'en longueur, ça change. Sur la dernière chose, ça modifie aussi, par les plateformes, on a peu parlé des plateformes, ça modifie les relations des agriculteurs avec leur environnement. Alors on a parlé des firmes, des constructeurs. Je crois qu'il y a la même chose avec les fabricants, enfin les firmes de phytosanitaires, les firmes de semences, on n'en a pas parlé parce que c'est du végétal, ou de vétérinaires, enfin de médicaments, qui vont directement communiquer avec les agriculteurs. Et est-ce que les données, je ne sais pas trop moi ce qui va se passer sur les données, ce qui me semble, moi le pari que je fais, c'est que ces données vont s'ouvrir. Simplement tout de suite c'est fermé, parce qu'ils transforment ces données en connaissances. Et ça prend du temps. De connaissances nouvelles. À partir du moment où ils auront pris une avance sur les connaissances, le problème ne se pose plus d'ouvrir, il me semble. Mais bon, ça c'est une hypothèse personnelle que je fais.
sur le métier d'agriculteur, cette évolution du métier d'agriculteur aura un impact, à mon avis, très direct, et je crois que ce sera le premier impact, sur les métiers du conseil, au sens large du terme, quels que soient les organismes. Je crois, puis je prétends connaître assez bien ce monde-là. Pourquoi ? Ça va changer le métier de conseiller. Alors je regarde plutôt le fond de la salle qui sont en formation. Ça va changer le métier de conseiller. Pourquoi ? Parce que dans ce qu'on appelle du conseil aujourd'hui, et j'ai longtemps fait ce métier, piloté ce métier, il y a 50, 60, 30, 40, 30, 40 pour les meilleurs, 80 pour les moins bons conseillers, de tâches qui ne sont pas du conseil, qui sont du transfert d'informations. Et ça devient obsolète. L'agriculteur n'a plus besoin de nous pour accéder à l'information. Et donc, on va pouvoir enfin passer toute notre énergie à faire du vrai conseil. Mais ça, c'est perturbateur. Et si on ne le fait pas assez vite, et si on ne réorganise pas assez vite les organisations, je pense qu'il y aura des changements dans le paysage. Je ne sais pas lesquels, mais il y aura forcément des changements dans le paysage. Le deuxième élément, et je ne parle pas des niveaux de formation, l'autre élément, c'est que je pense qu'on va travailler à flux inversé. C'est qu'aujourd'hui, le conseiller, quel que soit son organisme, arrive chez l'agriculteur avec des informations générales, bon, j'ai dit que ça n'avait plus de sens, mais en même temps des informations propres à l'entreprise. Ça intéresse l'agriculteur. Demain, il les aura. Il n'attendra pas qu'on lui apporte du contrôle laitier, du centre de gestion ou de la COP. Ce qu'il demandera à son conseiller, c'est de dire, voilà, j'ai toutes ces données, qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que tu me conseilles de faire ? Et vous coproduirez avec lui. Et ça, c'est complètement différent dans l'exercice du métier. Ça fait appel à des compétences totalement différentes et quelque part du stress d'instantanéité. Donc ça me paraît fondamental. Et puis, je pense qu'il y aura des nouveaux acteurs qui vont apparaître. Je voulais le dire en introduction. On n'a pas du tout employé là, tout ce matin, des acteurs qui me paraissent essentiels aujourd'hui, ils sont tout petits, sont les startups. Ils sont petits, agiles, et un condensé de compétences et de motivation. Et dedans, contrairement à ce qu'on dit souvent, il y a plein de gens qui connaissent l'agriculture, par des liens intimes et familiaux, et des agronomes, quelles que soient leurs écoles. En gros, souvent, ces startups, elles prennent une personne du numérique, une personne de la technique, agronomique ou zootechnique, et quelqu'un de la communication. Un tiers, comme ça à chaque fois. Donc c'est des gens qui ont un condensé de compétences et de motivation et qui vont bouger les choses. Et puis d'autres, il y a des nouveaux acteurs dans le conseil, j'en suis absolument persuadé, ce sont les agriculteurs eux-mêmes. Vous avez entendu parler de Google qui a racheté FBN, Farmer Business Network, qui est un réseau d'agriculteurs qui échangent entre leurs données, qui se font leur propre cloud quelque part. Et en France, il y a la même chose qui est même pas en germe. Là, ça y est, ils ont commencé à communiquer il y a un mois à peu près. Il y en a plusieurs. Donc ça va, je dirais, amener une stimulation dans le monde du conseil. Et il y a des conseillers qui exerceront le métier via ces plateformes. Et ça va s'appeler des CETA numériques, ou des GVA numériques, ou des. Je crois que c'est un élément aussi dans l'aspect un peu excitant des évolutions. Pour terminer. L'autre élément dont je ne parle pas du tout, c'est, que je vais évoquer tout à l'heure, c'est aussi par les plateformes la connexion directe des agriculteurs avec le consommateur. Alors quand je suis direct, je ne suis pas uniquement de vente directe. Ça va passer aussi par la grande distribution. Demain, avec votre smartphone, vous regarderez une étiquette, et ça de vin, par exemple, c'est le plus simple et le plus fun, et vous verrez le viticulteur qui va vous raconter. Ça, c'est l'aspect fun. L'aspect un peu moins fun, c'est la traçabilité, qui va s'accélérer et s'intensifier. Et donc là, c'est une liaison directe, à la fois d'informations techniques et d'images, entre les producteurs et les consommateurs. Et donc, il me semble, moi, que le numérique va rapprocher la production de la consommation et rapprocher la productivité, c'est ce qu'on voyait toute la journée, la productivité de l'efficacité environnementale. Il y a face à ça deux risques qu'il faut éviter. C'est la fracture, ça a été évoqué, la fracture technique, c'est-à-dire les vides, les zones de vide, voilà, et la fracture de compétences. Parce que je suis intimement, dans tout ce que je vous dis, il y a sûrement des conneries, des choses qui seront même peut-être beaucoup, mais il y a une chose dont je suis sûr, c'est que ça va accentuer les écarts entre les agriculteurs.
Alors déjà, je ne peux pas me tromper parce que c'est déjà le cas de manière... quand j'étais au Cerf France, on l'a montré dans toutes les productions, dans tous les départements, les écarts augmentent de manière vertigineuse. C'est ce qui fait que tout le monde disait qu'on était en crise en 2015 et que le ministère a sorti des résultats les plus hauts de toute l'histoire de l'agriculture française. Ça n'avait jamais été aussi élevé. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui en sortent très bien, alors que dans les mêmes productions, il y a des gens qui plongent complètement. 2016, c'est différent, tout le monde en prend sur le museau. Mais en 2015, non. Donc, moi, je crois que derrière tout ça, il y a du mouvement, il y a une évolution. Donc, c'est magnifique pour les jeunes qui rentrent dans le métier. Et que l'agriculture française, elle a des grands atouts pour aller là-dedans. C'est que les agriculteurs ont toujours été friands de technologie. C'est un modèle c'est un mode de développement, de promotion de la technologie. D'où l'agriculture de précision a beaucoup de succès. Un drone, qu'est-ce que c'est? C'est un tracteur volant. Dans l'imaginaire, c'est un grand jouet. Donc, c'est un appétit fort. Et deuxièmement, l'agriculture a toujours eu une vie très communautaire. Or, les réseaux sociaux, qu'est-ce que c'est? Ce sont des communautés. Par contre, l'agriculture a deux freins énormes. Un, c'est le sens terrien, alors qui est une force. Mais il y a un tel sentiment de propriété qui est à l'antithèse du numérique. Puisqu'on dit le numérique, c'est l'usage avant la propriété. C'est totalement contre-intuitif pour le monde agricole. C'est vrai pour le matériel, c'est vrai pour les financements qui pourraient arriver autrement par le numérique, c'est vrai pour les compétences, c'est vrai les grandes organisations ont du mal à sous-traiter, alors que dans le monde numérique, tout se sous-traite et on est dans une mobilité énorme. Donc on a des freins. Et le deuxième frein, et tu l'as bien illustré, c'est l'autrocentrisme du monde agricole. On raisonne tout par rapport à nous, et chaque organisation raisonne par rapport à elle-même. Or, le numérique, c'est l'échange. Merci, j'étais un petit peu long, mais merci.